Merci de nous retrouver pour les rencontres d'Aix. On est pour cette conférence intitulée « Rapprocher les cultures par-delà les frontières ». Je m'appelle Laurent Grassin, je suis directeur de l'information sur Boursorama et j'aurai le plaisir de modérer cette table ronde. Ne vous inquiétez pas, on peut être directeur de l'information d'un site finance et être passionné de culture. J'aurai le plaisir de l'animer avec Françoise Benamou du Cercle des économistes. Alors, sont réunis autour de la table pour parler de ce sujet aujourd'hui. Nous avons Karina Jatinen, directrice des contenus musée d'architecture de Finlande et musée du design. Bonjour Karina. Nous allons avoir des profils assez différents qui vont pouvoir apporter des éclairages très complémentaires sur le sujet, puisqu'on a aussi Christopher Pratt, skipper navigateur professionnel. Bonjour. Nous avons Mathilde Werner, autrice, créatrice du podcast Expérience poétique. Bonjour Mathilde. Nous avons Jakai Yuan, fondateur et président directeur général du Shanghai Ethno Philanthropy Fund. Bonjour Jakai. Et il est avec nous à distance, mais bien présent, Dominique Meyer, président et directeur artistique de la Scala à Milan. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, Françoise, on va se le dire, on a le débat le plus intéressant de la journée. Vous voulez dire des rencontres? Allez. Bon, alors quelques petits mots d'introduction peut-être, hein, mais vraiment pour lancer le débat, parce que je crois qu'il y a tellement de choses à dire et on a des intervenants qui ont des expériences si riches et si diverses que je crois que je ne pourrais pas introduire tout ce qu'ils auront à dire, mais ils le feront eux-mêmes. Alors, rapprocher les cultures. Alors, disons-le d'emblée, les cultures renvoient à des systèmes de valeurs, à des hiérarchies de valeurs, à des croyances même religieuses, qui n'ont pas nécessairement vocation à se rapprocher. La question est alors non pas tant celle du rapprochement que celle du dialogue, de la capacité à développer de la tolérance. Alors en effet, on a pu croire que la mondialisation, en favorisant la circulation des œuvres, la circulation des contenus culturels, contribuerait au rapprochement des cultures. Et dans un livre saisissant d'actualité, un économiste, Tyler Cowen, a pu démontrer que la mondialisation, si elle nourrit une certaine forme d'uniformisation et de standardisation des contenus entre les sociétés, entre les pays, importe de nouvelles formes culturelles nées de l'hybridation des échanges à l'intérieur des sociétés. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a derrière l'uniformisation, pas nécessairement du rapprochement. L'uniformisation relève aussi en large partie de la marchandisation de la culture, de la concentration culturelle. Il faut savoir, par exemple, que 3 grands groupes dominent aujourd'hui l'industrie musicale mondiale. Warner, Universal, Sony, qui font à peu près 70% du marché mondial. Et de surcroît, les tensions grandissantes des relations internationales que nous vivons tous et l'accentuation de la compétition en matière de soft power réduisent l'ampleur des rapprochements. Ces tensions peuvent se produire à l'intérieur des sociétés, accentuant les phénomènes de polarisation. Et ça, nous l'avons vu largement en France récemment et en fait dans le monde. Alors, quelle place dans ces conditions pour la culture, pour la création, pour les politiques culturelles? Comment peuvent-elles contribuer à du dialogue, à la tolérance? Alors, il y a de façon récurrente des oppositions un peu simplistes quand on parle de politique culturelle, politique de l'offre versus la demande, soutien au territoire versus aux agglomérations, soutien aux grandes institutions versus les petites, local, national versus le mondial, etc. Je pourrais continuer longtemps, le gratuit versus payant, ou encore privé versus public. Et souvent, justement, on a quelques méfiances par rapport à la philanthropie. Alors on pourrait en effet reprendre toutes ces oppositions, mais démontrer aussi qu'on peut les surmonter. Alors je vais juste vous donner un exemple, par exemple les festivals, puisqu'on est à Aix et il y a un festival. Dans les festivals, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut faire du local ? Mais si on fait trop de local, peut-être qu'on va réduire en partie la qualité, réduire la diversité, c'est certain. Et donc il faut trouver le bon équilibre entre des artistes locaux et puis des artistes nationaux, ce qui n'est internationaux. Et ça n'est pas toujours facile, mais c'est peut-être là une des réponses pour le rapprochement des cultures. Et il me semble donc que c'est dans ce dépassement qu'on peut envisager ce dialogue.
Alors, à rebours de cela, et je finirai là-dessus, des régimes, et il faut garder ça en tête, des régimes jouent un jeu dangereux dans le champ culturel et réduisent ce dialogue entre les cultures. Prenons l'exemple de l'Italie, et peut-être en parlerons-nous à propos de la Scala. Giorgia Meloni a imposé des Italiens à la tête des musées ou des opéras, et elle entend surtout privilégier les œuvres, je cite, favorisant un nouvel imaginaire national. Alors face à cela, la circulation des œuvres sur toutes les modalités qui peuvent exister, et on en parlera, et certaines sont très originales autour de cette table ronde, l'accueil le plus large des publics doivent demeurer des objectifs incontournables si on souhaite œuvrer dans le sens de l'apaisement des sociétés, et on en a bien besoin, aujourd'hui trop souvent divisées. Je vous remercie. Merci Françoise. Il a dirigé l'Opéra de Paris, l'Opéra de Lausanne, l'Opéra de Vienne. Depuis mai 2020, il est directeur de la Scala de Milan. En fait, Dominique Meyer, rapprocher des gens de cultures différentes, unis dans un but commun et faire fonctionner ça au quotidien, c'est presque votre boulot de tous les jours. Oui, c'est exactement notre travail de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est probablement la partie la plus belle, parce que le milieu de l'opéra, c'est la tour de Babel. Je me souviens, lorsque je travaillais à Vienne, il y avait un ensemble de chanteurs permanents, ce qu'on ne fait pas beaucoup en France, par exemple, plutôt dans les pays germaniques. Mais j'avais là des chanteurs coréens, des chanteurs japonais, des chanteurs chinois, des chanteurs sud-africains, des chanteurs sud-américains, etc. Ouais, ils communiaient ensemble et c'est très intéressant parce que il y a une partie de l'activité qui est complètement ouverte. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait des auditions, on ne regarde jamais la carte d'identité du chanteur qui vient, on voit s'il est adapté à chanter un rôle, à interpréter un rôle. Mais par contre, il y a des forces en ce moment, des forces politiques qui cherchent à recloisonner. Par exemple, ici en Italie, il y a des politiciens qui voudraient qu'il y ait une préférence nationale dans le choix des interprètes. Très souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui ont un puissant intérêt à ça, ce sont des agents qui cherchent à faire du lobbying auprès des politiques pour recloisonner. Je me souviens aussi que parfois la presse joue un rôle. Il y a quelques années, j'étais ici dans un jury de concours de chant et un peu par hasard, la grande partie des demi-finalistes étaient des Coréens, des chanteurs coréens. C'était excellent. Et il y a un journaliste qui m'a demandé, mais est-ce que vous êtes prêt à faire gagner un Coréen? Je lui ai dit, mais le meilleur chanteur gagnera le concours, qu'il soit coréen, lapon ou sud-africain. Et je leur ai dit, mais quand même, ça me suggère une petite réflexion. Vous devriez vous interroger sur le motif pour lequel il y a dans ces pays... car la carte du monde est en train de changer. Il y a dans ces pays asiatiques beaucoup plus de jeunes gens et de jeunes filles qui s'intéressent à notre culture que dans nos propres pays. C'est ça la question. Parce que pour un jeune chanteur coréen ou chinois, la culture occidentale, c'est un monde très lointain. Donc, imaginez-vous que les petits Français, maintenant, veuillent faire de l'opéra chinois. Je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à le faire. Et je trouve extraordinaire qu'il y ait un tel amour qui soit né dans ces pays. Parfois, c'est lié à une ou deux personnes. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a une génération de chanteurs extraordinaires qui vient du fait qu'il y a un ou deux professeurs extrêmement doués qui les ont intéressés à tout ça. Mais en fait, la tendance naturelle, je trouve, dans le milieu de la production culturelle, c'est d'ouvrir les bras à toutes les forces internationales. Il y a des manipulations politiques et il y a des manipulations économiques qui font que parfois on cherche à recréer des barrières. Je pense qu'on va en reparler. Oui. En Italie, oui. On a quand même créé fait adopter une loi pour nous envoyer Stéphane Lissner et moi-même à la retraite. Bon, mais vous êtes encore là, Dominique.
Encore quelques mois. Encore quelques mois. Il y a une phrase que vous avez dit qui m'a marqué, c'est ouvrir les bras, voilà, à la culture internationale. Est-ce que ça, Karina, dans votre rôle aussi de directrice de musée et également de membre du Conseil international des musées, c'est quelque chose qui est une priorité? Au-delà de toutes les contingences qu'on commence à voir et finalement de milieux politiques, économiques qui commencent à se mettre de la culture, est-ce que vous, ça reste tout simplement cette logique fondamentale d'ouverture vers l'autre? Absolutely. Tout à fait. Tout d'abord, les musées, ça concerne la culture, les changements culturels et les liens culturels sont un des moteurs principaux des transformations culturelles. Oui, effectivement, les musées sont dans un réseau international. Nous avons des publics internationaux également. J'aimerais soulever un point du point de vue des musées. Ces liens interculturels doivent toujours être vus comme des continuums historiques. C'est quelque chose à laquelle nous devons faire attention. Les musées sont des lieux très appropriés pour apprendre cette histoire culturelle et ces développements culturels et comment ces interconnexions culturelles ont changé. C'est très important de regarder les changements historiques. Si vous regardez par exemple les collections des principaux musées en Europe et la collection, vous pouvez voir que cela est la traduction des relations abusives et difficiles avec des cultures coloniales. Si vous regardez la situation actuelle, on voit que les liens continue à exister, mais maintenant, cela correspond à un système de décolonisation, de réconciliation. Et cela permet l'ouverture d'un dialogue culturel. Je pense donc que pour les musées et également pour les sociétés en général, je pense que ce décalage d'une relation abusive vers une relation non abusive, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans ce domaine, je pense que ce n'est pas possible sans cette capacité d'avoir une autocritique et de réfléchir et de faire un travail sur soi-même. Et cela exige une liberté de parole et un travail d'éducation et également un respect des lois domestiques et internationales. C'est pour cela que c'est très important. C'est très inquiétant lorsqu'on voit les évolutions actuelles en Europe avec une polarisation et l'érosion des principes démocratiques dans les pays européens. On voit ce clivage et c'est quelque chose contre lequel les musées doivent se battre. On avait évoqué pendant qu'on a préparé ce débat le fait que les choses devenaient de plus en plus compliquées et que, à la base, on n'a pas envie de choisir la nationalité d'un chanteur s'il est le meilleur. On n'a pas envie de choisir la religion d'un artiste si on a envie de l'exposer. Est-ce qu'on a envie de choisir la culture d'un marin quand on est tous ensemble au milieu de l'océan, Christopher, qu'il faut... Alors moi je suis nul en navigation donc je n'aurai pas les termes techniques, mais en gros on est sur une petite coque perdue au milieu de l'océan et on a plutôt tous intérêt à s'entendre pour que ça aille dans la bonne direction. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce qui était dit par Monsieur le Président de la Scala. Effectivement, on ne regarde pas le pédigré. Vous dites pas, je veux que des Français avec moi sur le bateau. Voilà, on ne regarde pas le pédigré d'un navigateur, on regarde ses compétences techniques, mais surtout ses compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills, qui sont fondamentales, parce qu'effectivement, quand on est sur l'océan pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, à 4 ou 5 dans un périmètre de vie qui fait 4-5 mètres carrés, bon, bah, ça revient un petit peu à ce qui se passe dans l'espace. Vaut mieux s'entendre. Sur les stations spéciales, il vaut mieux s'entendre. Et il y a cette importance fondamentale d'être en capacité, pour que ça fonctionne, ce multiculturalisme, et qu'il soit vecteur de performance, de créer un référentiel et un vocabulaire commun. C'est vrai dans toute équipe, dans toute entreprise, c'est d'autant plus vrai qu'on a une diversité culturelle. Et je pense que la clé de la réussite, en tout cas, nous, on le vit comme ça dans le sport de haut niveau et dans le sport de haut niveau en équipage avec des nationalités différentes. J'ai pu l'expérimenter sur la dernière course autour du monde en équipage, où sur un équipage de 5 personnes avec 4 nationalités différentes, il y a vraiment cette nécessité pour que ça fonctionne et pour tirer parti de ce multiculturalisme qui est essentiel dans
dans la bonne gestion de la prise de risque, de la prise de décision, hein, parce que qui dit culture différente dit biais différent. C'est ça. Dit biais différent. Tout le monde navigue pas de la même façon, j'imagine. Et exactement. Et qui dit biais différent dit en fait la seule solution pour prendre une bonne décision. On est ici dans les rencontres économiques. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Daniel Kahneman. C'est de débiaiser nos décisions. On peut pas débiaiser nos décisions par nous-mêmes. La meilleure manière de les débiaiser, c'est d'avoir des gens autour de la table qui vont décider et qui ont des biais différents. Et donc là, la puissance du multiculturalisme, elle est là dans le sport de haut niveau et dans n'importe quelle organisation. Mais pour que ça fonctionne, le préambule, c'est d'avoir créé un référentiel et un vocabulaire commun, d'avoir travaillé dessus, d'avoir pris du temps pour travailler dessus, pour éviter toutes ces problématiques qu'on pourrait avoir d'incompréhension, pas forcément sur le fond, mais sur des sujets de forme. Donc l'importance de créer ce référentiel et ce vocabulaire commun est vraiment essentielle et je pense qu'il peut s'appliquer dans d'autres types d'organisations. Et puis, quand on est au milieu de l'océan, au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique, on est finalement en terrain neutre. On peut le dire, ça aussi. C'est peut-être le dernier espace où personne n'a encore été planté de drapeau. Oui, c'est vrai que la notion de frontière, même si elle existe, on peut dire elle existe de moins en moins, où elle est en train de réexister en Europe, mais en tout cas en mer, clairement, il y a pas de frontière. Il y a des eaux qu'on appelle internationales, même s'il y a des eaux qui appartiennent à certains pays, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas du tout. Et effectivement, comme tu le disais, ça reste un des derniers espaces de liberté dans lequel on est absous complètement de ce sujet de barrières, de frontières et de régulation. Il y a un autre élément, mais peut-être que tu voulais rebondir là-dessus, je ne sais pas, mais qui est intéressant dans ce sujet du droit maritime et qui est cette solidarité des gens de mer qu'on peut... Si vous avez un pépin, un navire doit se dérouter pour vous porter assistance. Exactement, c'est important, tu as dit le bon mot, c'est doit se dérouter. Hein. Oui. Donc ça fait partie de notre culture, ça fait partie vraiment de cette solidarité des gens de mer, mais c'est une obligation par le droit maritime d'apporter assistance à des personnes en danger sur la mer. Alors après, on pourrait rebondir sur les problématiques des migrants et où ça devient un sujet beaucoup plus délicat et où ce droit maritime, il ne peut plus ou il ne veut plus être appliqué comme il devrait l'être. Mais là, on rentre dans un débat beaucoup plus complexe au niveau politique. Mais en tout cas, je pense que sur ce sujet de comment on réunit les cultures, la mer et ce qui se passe en mer est un exemple qu'on peut facilement transposer et qui fonctionne encore. Et qui fonctionne. Mathilde, on n'a peut-être pas commencé par le départ finalement. On est peut-être allé un peu vite sur le sujet, puisque quand on a échangé, vous m'avez dit, mais attendez là, ok, rapprocher les cultures, mais quelle valeur va porter là les cultures qu'on a envie de rapprocher? Intéressons-nous déjà au message. Alors, effectivement, et j'avais en tête plus spécifiquement dans l'art, parce qu'on a tout type d'artistes et certains ont à cœur de prôner des valeurs de fraternité, d'universalisme, de solidarité, de beauté aussi. Il me semble que c'est le rôle de l'art, de nous connecter à la beauté, et d'autres artistes ne sont pas portés par ces mêmes valeurs. Aujourd'hui, à notre époque, il me semble intéressant d'aller chercher des artistes qui vont réunir au-delà des frontières. Et on peut noter plusieurs faits intéressants qui ont des répercussions directement sur la société. Il ne faut pas oublier par exemple que le mouvement MeToo, il y a quelques années, est né à Hollywood, donc d'acteurs culturels majeurs du cinéma et qui se sont prononcés en faveur, qui ont dénoncé les violences contre les femmes et qui ont lancé un grand mouvement. Donc on sent encore que la culture a un impact quand elle vient aussi de grandes voix. Et on voit effectivement aussi à travers le phénomène de certains grands artistes, alors plutôt dans la musique, plutôt dans le cinéma, qui réunissent au-delà des frontières. Je pense par exemple très récemment à la tournée de Taylor Swift, qui est donc une chanteuse américaine. C'est aussi un phénomène économique, hein. Visiblement là on marie les deux. Hein. Exactement, ouais. Et politique, puisqu'elle est aussi une des opposantes à Trump. Et elle incarne quelque chose qui semble réveiller chez les gens l'envie de se réunir et d'aller plutôt dans des valeurs d'amour. C'est quelque chose qu'elle porte, elle le dit elle-même. On a aussi Beyoncé qui s'est prononcée contre le racisme, donc aussi en faveur d'un multiculturalisme. Et ces artistes réunissent aux quatre coins de la planète. Voilà.
Et comme j'ai envie de parler de poésie, je ne sais pas si c'est le moment, mais comme on parle d'altérité et de valeur, parce que c'est un petit peu ma passion, la poésie contemporaine, et c'est aujourd'hui très intéressant de voir qu'on a des poètes et surtout des poétesses un peu partout dans le monde qui prennent la plume par des textes très courts et qui vont dire des choses sur notre époque, sur aussi profondément la nature humaine. Et donc j'avais envie de vous lire quelque chose. Et aujourd'hui, je vous ai apporté André Chédid, que certains, j'imagine, d'entre vous connaissent bien. André Chédid, elle est née au Caire, elle a une nationalité libanaise, puis française, et elle est à l'origine d'une grande lignée d'artistes en France. Et je vous ai amené un texte qui fait partie de ce recueil, Rythme, où elle parle de l'altérité, et j'avais envie de le lire aujourd'hui aux rencontres économiques où on ne parle pas forcément beaucoup de poésie, mais ça me semblait intéressant. Je pense que c'est la première table ronde où on va lire de la poésie aux rencontres d'Aix. Et c'est bien. Animé par le directeur de l'information de Boursorama, tout est possible. Ça. Effectivement. Et ça me semble important puisqu'on a des élections demain. Donc ce poème s'intitule « L'autre ». Mon autre, mon semblable, en cette chair qui nous compose, en ce cœur qui se démène, en ce sang qui cavalcade, en ce complot du temps, en cette mort qui nous guette, en cette fraternité de nos fugaces vies, mon semblable, mon autre, là où tu es, je suis. Ben voilà, magnifique. Ça mérite bien un applaudissement. Taylor Swift, elle donne envie d'être ensemble et de connaître l'autre pour justement clore votre intervention. Mathilde, c'est aussi ça, Jacaille, le but d'un fonds de philanthropie. Donner envie de connaître l'autre, de développer des choses ensemble, d'aplanir les difficultés qui pourraient se présenter et qui pourraient faire qu'on a envie de se réunir sur un but commun, un but de culture. Well, first of all, I wanted to... Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est une très belle ville, Aix-en-Provence. Pour revenir à votre question, pour moi, le côté multiculturel est très intéressant. On en a beaucoup parlé. Mais je dirais que nous, en Chine, nous ne sommes pas très forts au niveau multiculturel. Nous avons 1,4 milliard de population, dont 92% est d'un seul groupe ethnique, Han. Donc nous sommes en train d'apprendre l'importance du multiculturalisme. Je suis là pour apprendre à créer des liens, effectivement, tout à fait. En ce qui concerne la philanthropie, donc mon fonds Ethno est un ethno start-up que j'ai créé en novembre dernier. En fait, nous avons un groupe de jeunes entrepreneurs chinois qui s'intéressent à des échanges culturels internationaux. On parle beaucoup de la globalisation ici, aujourd'hui, et également. Je ne sais pas combien de membres du public savent que la Chine a seulement rejoint l'OMC en 2021. Donc, si vous enlevez les 3 années de Covid, Chine fait partie de la globalisation depuis moins de 20 ans. Donc, nous avons rejoint l'OMC en 2001, il y a un peu moins de 20 ans, si vous enlevez les 3 années de Covid. Donc, nous sommes en train d'apprendre. Donc, concernant mon histoire personnelle, je suis la première personne dans ma famille à avoir obtenu un diplôme universitaire et à avoir obtenu un master, et également la première personne à avoir travaillé dans une entreprise multinationale. Et pendant ma carrière assez courte jusqu'à maintenant, qui a duré 20 ans, tout ceci a été très en lien avec l'Amérique du Nord. Donc je pense que la Chine apprend à embrasser la culture internationale et le multiculturalisme qui va au-delà de l'Amérique du Nord et des États-Unis. C'est un processus d'apprentissage. Je suis là pour apprendre sur les cultures dans les autres pays et je suis très intéressé par des opportunités d'échange et
culturel. On sent bien que ça devient de plus en plus compliqué parce que, pour souvent de mauvaises raisons, la politique, l'économie vient s'en mêler. Dominique, vous le disiez, voilà, aujourd'hui, vous devez composer non seulement avec votre rôle de gestionnaire, mais vous devez être aussi diplomate, émissaire, commercial, je ne sais pas, enfin c'est multicasquette, en essayant de veiller à ce qu'on ne vienne pas trop marcher sur vos plates-bandes, souvent à mauvais escient. Bon, il faut pas être naïf. La plupart des grands théâtres d'opéra sont financés en partie par les pouvoirs publics. Donc on ne peut pas dire que on vit dans un petit monde comme ça qui est séparé de la politique. Il y a toujours eu ces rapports. Mais est-ce que c'est plus compliqué désormais ? Il y a des rapports qui sont parfois toxiques. Oui. C'est ça le problème. C'est lorsque le problème vient quand la politique veut utiliser la culture comme vecteur dans les discours. Par exemple, comme vecteur idéologique. Par exemple, en ce moment, il y a un petit truc qui est assez amusant, c'est que l'UNESCO a décrété que, sur la demande de l'Italie, que le chant italien, le bel canto italien, devait être inscrit parmi les trésors culturels de l'humanité. Bon. Donc on nous a demandé d'agir en ce sens et de promouvoir cette idée. Moi, vous voyez, hier soir, j'ai joué le Requiem de Mozart. Il s'est fait jouer le Requiem de Mozart. Ce soir, il y aura Turandot, qui est une opéra italien. Il y a 3 jours, Werther, qui est un opéra français créé à Vienne. Je ne sais pas dire, je ne sais pas considérer le bel canto italien comme quelque chose qui soit supérieur au beau chant français ou au chant allemand ou russe. Je trouve que c'est complètement absurde. Et ce que je vois, c'est que assez souvent, pour des motifs de propagande idéologique, on cherche à utiliser la culture. Et je trouve ça d'une certaine façon naïf, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'UNESCO, mais il y a aussi dans les trésors de l'humanité de l'UNESCO le stand de saucisses de Vienne qui est derrière l'opéra. Donc il faut quand même relativiser tout ça. Je trouve qu'il y a un côté naïf en même temps, mais on voit quand même que c'est construit. Il fallait qu'il y ait une déclaration qui puisse être lue dans le cadre d'une retransmission télévisuelle il n'y a pas longtemps à Vérone. Donc il y a cette interférence de la politique, et il y a aussi ces interférences de la politique qui, c'est pas seulement aujourd'hui, qui cherchent à recloisonner un monde qui en fait, par lui-même, est assez décloisonné, avec des quotas. Il y a eu en Norvège, il y a quelques années, un gouvernement qui a imposé d'utiliser simplement des chanteurs norvégiens. À la fin, c'est absurde parce que ça fait régresser. Simplement, ça fait régresser. Je trouve la beauté, c'est d'avoir des gens des artistes qui viennent de tous les pays et qui essayent de faire de leur mieux, qui essayent de représenter les œuvres dont nous avons la charge le mieux possible. Cette circulation internationale elle a toujours été très vive, pas seulement dans le milieu de l'opéra, dans le milieu de la musique d'une manière générale. Quand même, il y a 1 an, j'ai assisté à un discours dans lequel un secrétaire d'État à la culture italien expliquait que il viendra l'idée de personne de nommer un étranger à la tête de l'Opéra de Paris, par exemple. Je lui dis, vous êtes gentil, mais vous devriez savoir quand même que le créateur de l'Opéra de Paris s'appelait Giambattista Lulli. Après, il a francisé son nom en y mettant un Y et en l'appelant Lulli, ça ne change rien à l'affaire. Et le directeur actuel de l'Opéra de Paris s'appelle Alexandre Neff, il est allemand, il fait très bien son travail, tout le monde est content. Moi, je crois quand même qu'il y a des crises de temps en temps, qu'il y a des manipulations, et qu'à la fin, le mouvement culturel lui-même est trop fort pour que les politiciens puissent le bloquer durablement. Je crois plus que parfois les forces du marché bloquent les choses. Les forces du marché. Des choses plus compliquées. Françoise, voulez-vous poser une question ? Peut-être juste une petite question, Dominique. Et à propos de la circulation des œuvres, des créations, on a beaucoup parlé de fragmentation pendant toutes ces journées. Et est-ce que les coopérations, mais je ne parle pas simplement de la circulation des artistes pris séparément, mais vraiment des œuvres, des coopérations que tu peux avoir avec d'autres maisons d'opéra, est-ce qu'elles se
développe autant qu'auparavant, ou cette fragmentation qu'on observe dans le champ économique, tu la retrouves dans le champ culturel? Non, on ne la retrouve pas du tout. Il y a la coopération entre les institutions européennes, elle est très très forte. Elle est parfois limitée par les politiques, comme on l'a vu récemment dans un échange entre la France et l'Italie sur des expositions temporaires et le prêt d'œuvres. Mais je trouve par exemple dans le domaine de la musique ou de l'opéra, bon, dans le théâtre pareil c'est plus compliqué parce qu'il y a les barrières de la langue, mais dans la musique et dans l'opéra, vraiment c'est la vie quotidienne et je veux dire, simplement parce que ça passe par les personnes et que tout le monde se connaît, que même si c'est un milieu dans lequel parfois il y a des jalousies, on s'apprécie, on travaille bien ensemble. Ici à la Scala, on travaille avec Paris, on travaille avec Covent Garden, on travaille avec les opéras allemands. Il y a quand même de la solidarité et le désir de développer des projets communs. C'est pas d'ailleurs toujours facile pour une raison simple, c'est que la manière dont on peut vouloir présenter des œuvres diffère beaucoup, les canons de la beauté diffèrent beaucoup d'un pays à l'autre. Donc il faut trouver une espèce de langage commun de telle façon que la coopération soit possible. Mais ça a toujours été le cas dans les 50 dernières années, ça l'est de plus en plus, aussi pour des motifs simplement économiques. C'est que si ici à la Scala nous faisons une nouvelle production pour la jouer 6 ou 7 fois, c'est quand même bien si elle est montrée plus tard à Paris, à Berlin ou à Londres. Et de même, nous accueillons des projets qui ont été conçus par des collègues. C'est notre vie quotidienne et je ne vois pas du tout de frein dans ce domaine, pas du tout. Alors, il y a plein de choses intéressantes qui viennent d'être dites. Il y a à la fois le politique, même si Dominique nous explique que c'est un peu monnaie courante, mais qui se mêle de plus en plus de la vie des œuvres culturelles, des rapprochements culturels. Et dans le même temps, il y a cette économisation, si je puis dire, pour employer un néologisme pas forcément très heureux, où la culture peut-être doit rapporter, parce que si elle ne rapporte pas, elle coûte. La culture est un luxe que nous ne pouvons nous offrir. Qui a dit cette phrase, Karina? Parce que j'en suis presque tombé de ma chaise. La culture est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir. Oh, okay, thank you. Merci. Je crois que vous faites référence à notre ministère des Finances en Finlande. Notre ministre des Finances, elle représente en fait le True Things. En fait, c'est un parti populiste de droite. Et avant les élections, elle a déclaré que la culture était un produit de luxe que nous ne pouvions nous permettre. Nous dépensions trop d'argent sur la culture. Les Finlandes sont bien meilleures que les nôtres, donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour la France, mais... Oui. En fait, il y a des grosses coupes actuellement. Il y a des politiques d'austérité et même notre ministre des Finances s'est présenté sur les médias sociaux. Justement, il y a beaucoup de blagues à ce sujet, justement, sur les coupes. Alors, c'est un peu inquiétant quand même. Donc, pour ce qui est du financement des musées, par exemple, qui sont des institutions à but non lucratif. Mais nous avons d'énormes responsabilités lorsqu'il s'agit de préserver l'héritage culturel du patrimoine culturel de l'humanité. Et évidemment, on ne peut pas baser ça sur les bénéfices et tout ça, mais les choses changent rapidement. Et il est intéressant de constater que nous créons actuellement un nouveau musée d'architecture et de design en Finlande. Et c'est une grande entreprise entre l'État et la ville d'Helsinki. Ils sont partenaires. Ils ont tous les deux investi 60 millions d'euros dans l'opération. Et il y a des investisseurs privés également. Et aujourd'hui, il y a une compagnie, une entreprise à responsabilité limitée qui dirige le musée où je travaille. Même si ce n'est pas pour des buts lucratifs ou pour faire des profits, il faut que ça génère 50% de son coût d'opération. Bon, les subventions publiques baissent de plus en plus. Et pour les musées, je devrais ajouter que les musées peuvent être des très bons partenaires pour l'activité, le monde de l'entreprise.
Les musiques profitent de la confiance du public. Par exemple, aux États-Unis, il y a des sondages qui sont faits et selon les résultats de ces sondages, les musées sont au sommet de la confiance du public, par exemple. Beaucoup plus que les médias d'information, que d'autres institutions, etc. Ils méritent la confiance du public. Et ça, je crois que c'est un actif très important pour les musées. Et l'on sait on connaît les crises qui apparaissent lorsque les musées font des mauvais partenariats. Et donc, il est important de préserver l'impact sur la société. Les musées sont un outil très puissant parce que nous avons la capacité de travailler avec des communautés. Nous avons des centaines de millions chaque année, mondialement, par exemple. Et donc, nous atteignons les gens, nous rejoignons les populations. On peut affecter leur façon de penser selon ce que l'on représente et comment on les invite, justement, à partager. Moi, je pense que nous devrions travailler en commun, travailler ensemble. Les musées n'ont jamais travaillé dans leur coin, finalement, mais il faut trouver de nouvelles façons, de nouvelles collaborations pour avoir le meilleur impact vis-à-vis de la société. J'avais une question pour Mathilde. Est-ce que la poésie, ça doit être rentable? Très bonne question auquel je répondrai par une réponse que font souvent les poètes, c'est que par définition la poésie ne sert à rien, et parce qu'elle ne sert à rien, elle sert à tout. La poésie, ça répond à cette demande de l'être humain de sens, de connexion, de communion avec d'autres, communion avec la nature, communion avec un sens peut-être qui nous dépasse. Et du coup, même si effectivement on a des politiques publiques qui nous disent l'art est un luxe, et qu'on a envie de pleurer en entendant ça, on se dit mais où est Churchill? Viens, sors de ta tombe et réponds-lui. Churchill quand même, qui pendant la guerre dit s'il n'y a pas l'art, s'il n'y a pas la culture, pourquoi nous battons-nous? Churchill, prix Nobel de littérature aussi, pour rappel, donc qui s'inscrit dans les arts. Churchill qui peignait. On a désespérément besoin d'art, et même si les politiques publiques ne mettent plus d'argent, même si le marché fait qu'il n'y a que certaines voix qui se font entendre et que d'autres ne se font pas entendre, l'être humain toujours ira chercher de l'art parce qu'il en a besoin. C'est les parents qui racontent des histoires à leurs enfants, c'est les jeunes qui se mettent à chanter, c'est les gens qui vont lire des bouquins, et certains au péril de leur vie. On sait que l'art aussi a toujours été un pouvoir de résistance, et c'est pour ça que tant d'artistes à travers le monde, à travers les époques, ont été emprisonnés. Et donc, quoi qu'il se passe, moi j'ai envie d'avoir quelque chose de très positif sur le fait que, au-delà des forces adverses, il y aura toujours des artistes. Et dans ce mouvement-là, si on voit autant de poésie à l'heure de l'IA et des réseaux sociaux, si les gens autour de la planète, Rupi Kaur aux États-Unis, Holly McNish en Angleterre, Cécile Coulomb, Rim Batal en France, au Maroc, et plein d'autres noms s'emparent de la poésie, c'est parce qu'on a besoin de dire ce qui fait nos expériences humaines. Et ce qui fait nos expériences humaines, on s'y retrouve tous, c'est l'expérience de l'amour, c'est l'expérience d'être vivant, c'est l'expérience de la parentalité, c'est aussi les expériences de deuil, de chagrin, de maladie. Et ça, c'est l'essence de l'expérience humaine. Et on a besoin d'art pour pouvoir sublimer tout ça et pouvoir s'en nourrir. Et du coup, la valeur, pour boucler avec votre question, elle est inestimable. Bon, la valeur de l'art est inestimable, et c'est d'ailleurs pour ça que les politiques, l'économie s'en mêlent. On a vu les interférences. Tchakai, moi j'ai une question pour vous. Vous nous avez dit, on est là pour apprendre, on est là pour s'ouvrir. Finalement, la Chine arrive depuis pas si longtemps. Est-ce que c'est facile de faire ça à une époque où on a plutôt l'impression d'un monde qui se referme, on a plutôt l'impression d'une méfiance respective à l'échelle internationale? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nager à contre-courant? D'abord, avant de venir de me rejoindre à ce panel, j'ai vérifié pas mal de choses donc, au cours des 2 dernières journées. J'ai pas vu beaucoup de représentants chinois ici. J'en ai vu moins que 10 de compatriotes. Mais j'ai vérifié les chiffres et tout ça. En fait,
les échanges entre la France et la Chine, c'est 79 milliards par année. C'est un gros chiffre. Hein? Et donc, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les deux pays de faire plus ensemble. Hein, et en deuxième lieu, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'espace philanthropique en Chine, la Chine passe une période, enfin, moi, je pense que la plus grande période de transition en Chine, parce que la première génération d'entrepreneurs, en termes de richesse, la première génération d'entrepreneurs, ils commencent à prendre leur retraite et donc ils passent la main. Ils passent leur argent à leurs enfants finalement. Et donc, c'est assez intéressant de constater, 95 à 99% de leurs enfants sont éduqués dans l'Ouest, dans l'Occident. Et donc, contrairement à leurs parents, les parents, la seule chose qui les intéressait, c'est de faire de l'argent. Et les enfants sont très différents. Do you feel that... Absolutely. Oui, absolument. On peut le voir, si on compare la première génération d'entrepreneurs et la deuxième génération, la passion est totalement différente. Moi, je suis absolument passionné par l'espace philanthropique et ce qui va se passer dans les 10 ou 20 prochaines années. Et par exemple, il y a une entreprise avec laquelle on travaille. Bon, je ne voudrais pas donner, je ne donne pas le nom, mais c'est une entreprise qui travaille dans l'Internet et il y a 100 millions d'usagers par jour. Et donc, imaginez si vous pouvez avoir l'accès à 100 millions de personnes sur une base quotidienne et d'utiliser ça pour des échanges culturels. Je pense que vraiment, ça va être un outil très, très puissant à notre disposition. Donc, je vois beaucoup d'opportunités et c'est la raison pour laquelle je suis ici. On n'avait pas envie ou plutôt on avait envie de finir cette table ronde, ou en tout cas d'avoir un débouché sur, non pas ce constat qui est peut-être un petit peu pessimiste, ou en tout cas un petit peu inquiet, mais plutôt sur des pistes de solutions. En fait, terminer en se disant, rapprocher les cultures, ça reste sans doute un des plus beaux objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y travailler mieux, pour y travailler plus efficacement? Dominique, est-ce que vous êtes arrivé avec des solutions dans votre boîte à outils pour que ça continue à fonctionner malgré les esprits chagrins? Je ne sais pas, mais d'abord ce que j'observe, c'est que très souvent, quand il y a des cloisonnements, ça vient du fait que les gens ne pratiquent pas les langues. Ça paraît bête, hein, ça paraît très, 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 très naïf. Donc il faut se mettre, allez, 1, 2, 3 langues vivantes. Dans plusieurs pays parce que parlent les langues. Et j'ai observé par exemple en venant ici en Italie que très souvent il y avait peu de contact avec des institutions internationales parce qu'on ne parlait pas assez bien les langues. C'est très simple, hein. Ça paraît simplé, mais je pense que c'est fondamental. Je vois aussi que les incidents qu'on a parfois dans la fabrication d'un opéra, dans les répétitions entre un metteur en scène, un chef d'orchestre, un chanteur, viennent du fait qu'ils ne parlent pas bien les langues. Ils croient se comprendre, ils font semblant de se comprendre et ils ne se comprennent pas. Il y a un moment, quand le geste ou l'inflexion musicale devient concrète, alors on se rend compte qu'on ne s'est pas compris. Donc on pense que c'est par mauvaise volonté, mais c'est plus simple que ça, c'est parce qu'on n'a pas compris les langues. Donc moi je pense qu'une des choses vraiment les plus importantes, c'est de faire circuler les gens, de les emmener le plus possible à l'étranger, de leur faire respirer un autre air culturel. Je l'ai fait ici. J'ai une génération de jeunes gens ici au Théâtre à la Scala qui est formidable, qui apprend les langues. Je les envoie partout, je les envoie dans toutes les réunions internationales alors qu'il n'y avait jamais accès. Je les envoie se promener de par le monde, essayer de prendre de l'expérience, de respirer un autre air. D'abord, c'est un grand mérite, ça, c'est que ça réduit l'arrogance. L'ennemi dans la culture, c'est souvent l'arrogance. C'est quand on se croit supérieur parce qu'on n'ouvre pas les yeux, on n'ouvre pas les oreilles sur des réalités qui se trouvent dans d'autres pays. Moi, je crois beaucoup à ça, beaucoup à la circulation des personnes et des gens qui voudraient prendre des responsabilités. Apprendre les langues et faire circuler les personnes, avoir un référentiel commun. Et Christopher, c'est ce que vous avez dit dès le départ, en fait. C'est vous la solution.
Vous nous emmenez tous en bateau ? Oui, exactement. Mais d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait avec les entreprises, c'est qu'on les amène à travailler en mer pour travailler sur ces sujets-là. Mais effectivement, c'est super d'entendre que finalement, on est assez d'accord sur les solutions et sur peut-être une autre solution, un point positif, en tout cas dans mon microcosme de la voile, de la course au large, c'est la manière dont la course au large à la française s'est exportée dans le monde ces dernières années. On est des héritiers de certains grands noms que vous connaissez, mais Moitessier, Tabarly, c'est une spécificité française, la course au large en solitaire, pour la bonne et simple raison que dans le droit maritime international, la veille permanente est obligatoire, donc on enfreint la loi en naviguant en solitaire, et donc c'est vraiment une spécificité française, mais qui ces dernières années s'exporte et ne s'exporte pas que dans des pays développés, ultra privilégiés. Et donc j'ai eu récemment une Mexicaine qui est venue naviguer avec moi et qui a vraiment des projets de course au large en solitaire, et on a des pays aussi d'Afrique qui commencent à arriver sur ces pratiques-là, et ça c'est hyper motivant de se dire que finalement cette culture-là de la voile, de la course au large en solitaire, elle s'exporte et elle fonctionne pas que au sein d'une Europe ou d'un Occident hyper privilégié. Bon, la langue, apprendre les langues, apprendre à communiquer à l'heure où les outils numériques, Mathilde, sont si puissants, où on a peu parlé d'IA dans cette table ronde, c'est pas forcément grave, mais en tout cas faire partager sa poésie, ses textes, c'est quand même super simple aujourd'hui. Est-ce que ça aussi c'est pas une solution finalement de se dire voilà, les moyens techniques, technologiques sont là? Oui, c'est vrai, il y a une effervescence que permet le web pour faire circuler des contenus culturels. Moi, j'ai un podcast et c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde avec intérêt, le développement du marché du podcast aux États-Unis, en Angleterre et en France aussi. Je sais qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de 35% des gens qui écoutent des podcasts avec des contenus très différents, et ça permet à des voix de circuler qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et je crois effectivement que c'est hyper important, parce que l'enjeu avec l'IA aussi, c'est non seulement qu'on a, alors ça pose plein de questions qui sont débattues dans d'autres problématiques, mais il me semble qu'une des problématiques de l'IA, c'est que ça nous fait encore plus accélérer, alors qu'on va déjà très 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 vite. Et dans cette accélération, un des dangers que je vois en tant qu'artiste, c'est finalement pas que ça nous coupe de notre tête, parce qu'on a besoin de réfléchir tout le temps, mais ça nous coupe de notre cœur. Et pour rapprocher les cultures, pour se rapprocher les uns les autres, on a besoin de notre cœur, on a besoin de notre sensibilité, on a besoin d'empathie. Donc le fait que l'effervescence du web permette de contourner malgré tout un certain nombre de barrières et permette de toucher plus large, il me semble que c'est merveilleux. Bon, la technologie qui vient à l'aide de la culture, c'est une solution aussi pour vous, Karina, ou il y en a d'autres? Bon, pour les musées, je crois que, en ce qui nous concerne, les échanges ont souvent... c'est souvent par les expos itinérantes. Ça a posé de plus en plus de questions sur le plan de la durabilité, parce que, pour cette raison, il y a beaucoup de contenu qui devient de plus en plus numérique, parce qu'il y a les risques des expos itinérantes. Bon, c'est dans les échanges... Je pense que les expos vont être de plus en plus numériques, finalement, pour des raisons de risque, lorsqu'on fait voyager des œuvres. Une chose que j'ai notée par rapport à ce que Dominique a dit, je pense que le fait de limiter l'arrogance ou de réduire l'arrogance, ça peut être très important dans nos écoles, sur la rue, partout dans nos sociétés, parce qu'on vit dans des sociétés multiculturelles, mais peut-être que l'on ne tient pas compte des différentes réalités. On ne les prend pas en compte. Et je pense qu'en tant que musée, du fait que nous sommes liés à une activité locale dans nos locaux, etc., en tant que réseau, on peut vraiment s'étendre et étendre les connaissances, etc., et les projeter sur l'extérieur. Je pense qu'un outil puissant, c'est de regrouper des gens différents ensemble, justement avec le numérique, et faire changer les choses. Parce que sans connexion, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas sortir de sa bulle.
Et on sait que l'on vit dans nos bulles. Et il faut aider les gens à entrer en collision avec d'autres choses, à être confrontés à autre chose. Jacky, pour qu'on puisse prendre quelques questions, qu'est-ce qui vous rend optimiste, vous? Oui, parler de solutions, il y a une chose que l'on essaie de construire, c'est une alliance philanthropique Chine-France et on développe ça avec nos partenaires français ici. Deux choses que l'on va faire qui sont pertinentes par rapport à nos discussions d'aujourd'hui, c'est d'abord le côté pratique. Notre objectif, c'est d'amener plus de leaders entrepreneuriaux avec nous, de les amener avec nous pour qu'ils comprennent les défis, par exemple, les défis ici. Et on espère aussi amener de plus en plus de Français en Chine, exactement. C'est des échanges, en fait. Donc, la deuxième chose, c'est que les échanges des jeunes leaders. Alors, c'est une chose que j'ai remarqué dans ce forum, c'est la quantité de nombre de jeunes participants. C'est génial. Parce que si on va au Forum économique mondial, par exemple, vous voyez que des personnes, des PDG, etc., des gens plus âgés. Ici, vous avez beaucoup de jeunes qui partagent leurs opinions, etc. Je pense que c'est génial. Et j'espère vraiment que nous pourrons justement avoir de jeunes Français qui visitent la Chine et qu'on développe des relations avec les jeunes Chinois également. So the conclusion, Françoise, or do we take questions first? So we'll take a few questions. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maureen Pelopidas. Je vais aller en prépa à Sciences Po à la rentrée. Et j'ai une question qui me turlupine depuis le début de la session. Vous avez parlé des jeunes qui sont face à un mélange culturel, qui sont face à des réseaux sociaux, qui diffusent une culture mondiale. Ils sont face à des artistes comme Taylor Swift, qui sont connus mondialement, qui ont un succès fou et qui prônent l'amour de l'autre, le respect. Comment, aujourd'hui, face à la montée des extrêmes, face à la montée du RN notamment, on peut voir que la jeunesse a un repli identitaire, que la jeunesse refuse le partage d'une culture, alors que c'est la part de la population qui a le plus accès aux outils pour communiquer, pour s'ouvrir. Comment on peut faire face à ça ? Parce que si ce n'est pas la jeunesse aujourd'hui qui va aimer les autres, qui va vouloir s'ouvrir, qui sait ? Comment on peut réconcilier la jeunesse qui est si polarisée ? Bon, je pense qu'on va demander 1 heure supplémentaire. Non, on ne peut pas avoir ça, mais je pense que la question appelle... Allez, qui s'est inspiré pour répondre à cette question, bien sûr, fondamentale? Merci de poser cette question. Je trouve ça dramatique et terrible ce qu'on voit. Évidemment, il y a les questions d'éducation. Kant, le philosophe Kant, disait que le goût, ça s'éduque. Donc c'est le rôle d'institutions culturelles, évidemment, de participer à l'éducation. Je crois qu'aussi, il faut favoriser des rencontres et montrer en quoi c'est un pouvoir libérateur. Sortir aussi de visions trop pauvres de l'être humain où on est résumé à être des consommateurs et des producteurs. Et du coup, là, il me semble que c'est la société entière qui doit réhabiliter l'importance de la culture et de l'art et de dire que la vie ne s'arrête pas à juste consommer, produire et s'arrêter à ça et chercher un sens plus vaste. Et là, l'art a du sens. Et si c'est porté plus largement, si on réinvestit dans la culture, ça infusera aussi dans la jeunesse parce que ce sera aussi des valeurs qui seront portées plus largement. Peut-être un mot, tous les jeunes ne sont pas sur le repli identitaire. Sur un repli identitaire. Et nous, on a fait une grande conversation avec beaucoup de jeunes sur Internet. 90 000 jeunes, 12 000 ont vraiment répondu. Et ce qui nous a frappé, c'est à quel point ils voulaient s'engager. 80% d'entre eux disaient « moi, je veux donner un sens à ma vie » et ça passe par un engagement. Et dans les formes d'engagement, il y a diverses formes d'engagement évidemment, mais la culture tenait une place qui était assez centrale. Et donc, dans ce qu'on évoque comme solution, je crois qu'il y a aussi apporté des réponses du côté de l'engagement, et l'engagement y compris dans des associations culturelles, etc. On voit ça vraiment émerger, voilà.
Puis je vais peut-être dire 2 mots de conclusion, parce que je pense que malheureusement, on est dans les temps. C'est difficile de conclure, hein, mais j'ai retenu quelques petites choses, enfin, parmi tout ce qui a été dit, qui était tellement riche. Les langues, on a parlé des langues, et on a parlé aussi, Christopher a parlé d'un vocabulaire commun. Et j'ai trouvé la parenté entre ces 2 remarques qui étaient très importantes. On a parlé de la technologie comme un outil seulement, mais un outil quand même qui peut être utilisé pour les échanges. On a évoqué la Swift Economics, hein, mais aussi à côté de ça, il y a cette économie de la création qui n'est pas toujours une économie qui s'inscrit dans une marchandisation planétaire. Et vraiment dans la culture, on marche sur les 2 jambes, si je puis dire, du point de vue de l'économie. Et je voulais mentionner, on a parlé aussi de l'apprentissage grâce à la philanthropie. Puis je voulais mentionner quelque chose qui me semble très très important. Vous savez, vous avez évoqué Churchill, on pourrait évoquer Keynes, un de nos plus grands économistes. Eh bien, Keynes fut le premier président de l'Arts Council, qui est l'équivalent du ministère de la Culture au Royaume-Uni. Et c'est quelqu'un qui avait été envoyé justement par Churchill pour acheter des Degas alors qu'il y a eu la dispersion de la collection Degas. Et c'est comme ça que quand on va à la National Gallery, eh ben, on voit des Degas absolument magnifiques, les œuvres circulent. Et ce que je crois qu'apporte la culture, c'est le bonheur. Le bonheur quand on voit une œuvre, quand on écoute une poésie, quand on entre dans un musée, et je crois que vraiment c'est quelque chose de très très fort du côté des musées, que d'apporter cela à des sociétés qui par ailleurs se fragmentent. Merci à tous en tout cas. Merci, et je vous signale que Françoise Benamou a écrit un livre avec Nathalie Heinich, Le marché de l'art au risque du numérique, et elle est en séance de dédicace au petit kiosque La Fnac de 16h30 à 17h30. N'hésitez pas si vous voulez acheter ce livre et vous le faire dédicacer. Merci à toutes et tous. Bonsoir.